Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Puis cette semaine, je reçois quelqu'un qui a vécu une relation plutôt très conflictuelle avec son laptop dernièrement. C'est même pas une demande en divorce qu'il a envoyé. Il a même pas essayé de le vendre. Ben oui, il a essayé de le vendre, mais le laptop voulait pas. Si ça finit qu'il l'a détruit. Il l'a détruit avec un coup de batte de baseball, je vous jure. Déconnez pas avec ce gars-là. Guillaume Pelletier, tout le monde. Hello! Au début, ça c'est une affaire. Au début, quand tu m'avais contacté pour faire le podcast, je me suis demandé, c'est où qu'il m'a découvert, tu sais, c'est à cause de PA et ses palpitants, c'est à cause des trucs que j'ai postés. Maintenant, je sais que c'est à cause de la vidéo où je décrisse mon laptop, fait que c'est le fun de savoir que cette vidéo-là, elle a fonctionné. Ben, c'est aussi à cause de PA et ses palpitants, mais là, je voulais vraiment pas citer ça dans mon intro parce que je me suis juré d'arrêter de le plugger, parce que sinon, j'allais être obligé de demander des frais de commandite, là. Mais PA, c'est un si gentil garçon. Il me semble qu'à tous les épisodes, il revient sur la table. Puis là, surtout que son roast vient d'avoir lieu en fin de semaine. J'ai tellement envie d'embarquer là-dedans parce que ça fait tellement longtemps que je roast à comme passe-temps sur mon podcast que... Mais je vais réserver ça pour le 27, l'enregistrement qui va avoir lieu en live avec PA. Fait que si vous écoutez ça en live aujourd'hui avec nous, le 27, vous allez pouvoir voir un autre roast de PA Buddy. Sinon, toi Guillaume, t'étais natif de où? Moi, je suis natif de Repentigny, fait que petite banlieue à côté de Montréal où est-ce que pas grand-chose se passe à part des gens qui arrosent leur asphalte puis attendent la mort, fait que... Est-ce que j'aime ta description? C'est pas mal ça, Repentigny. C'est pas mal ça, les banlieues en général. En fait, l'affaire, c'est que les banlieues, je trouve, tu sais, ont tous un peu cette énergie-là, mais il y a d'autres banlieues qui ont, tu sais, un aspect culturel, il y a d'autres banlieues que il y a des trucs le fun qui se passent. À Repentigny, non. Il y a comme rien qui se passe vraiment. En fait, sur genre les 3 festivals qu'on a, il y en a 2 que le concept c'est boire jusqu'à oublier. Fait que... Hey, mais là, je t'écoute parler, puis on dirait que tu parles de mon patelin. Drummondville, c'est pareil. Tu sais, c'est vraiment ça. Boire jusqu'à tout oublier. Parfait. Mais Drummond a l'excuse d'être loin de Montréal, c'est ça l'affaire. C'est que Drummond a l'excuse d'être à l'autre bout, fait que t'es loin des grandes villes, y a pas grand chose à faire. Nous, on est supposé être à côté, fait que c'est comme... Ouais, t'es ben... C'est peut-être pour ça que c'est mort. Les attraits sont trop proches. Exactement. Ben, surtout pour les jeunes, là. Ouais, ben pour les jeunes, ouais, j'avoue que quand tu commences à avoir des chums de gars qui ont des chars, c'est sûr que ça doit aller virer à Montréal souvent. Oh, ouais, c'est très rare que tu t'en vas virer dans le petit bar du coin où est-ce qu'il y a genre 3 vieux qui boivent une labatte 50 depuis genre 2 heures le matin. Genre le 2 heures du matin de la journée d'avant. Non, tu disais que ça fait combien de temps environ que tu fais de l'humour? Moi, l'affaire, je dis tout le temps que ça fait 3 ans officiellement. Là, même, je pense que je suis rendu dans mon 3 ans et demi. Parce que j'ai commencé l'humour. Moi, l'affaire, c'est que j'ai commencé à faire des shows dans les bars aussitôt que j'ai pogné mon 18 ans. Fait que moi, en ce moment, j'ai 21. Puis, la petite histoire que j'ai, en fait, autour de ça, c'est que moi, admettons, je faisais un peu d'humour avant, mais tu sais, quand t'es pas majeur, les shows que tu peux faire, c'est un peu limité, tu sais. Ouais. T'as les secondaires en spectacle, t'as des concours, des fois, de temps en temps. Fait que, quand j'étais sur le point de pogner 18 ans, j'avais écrit au bordel. J'avais écrit pour l'open mic. J'avais fait, hey, à ce moment-là, je pense que c'était Mathieu Lacroix qui bouquait. Puis j'avais écrit, hey, je pogne mon 18 ans, telle date. Fait que si jamais vous avez, tu sais, moi, je savais que ça prenait des mois. Fait que je me suis dit sûrement qu'il va me donner une date genre 2-3 mois après. Finalement, j'ai écrit puis il m'a répondu, ben j'ai une date pour toi le lendemain de ta fête. Nice. Fait que, ouais, j'ai eu 18 ans et 1 jour puis j'ai fait mon premier open mic au bordel. Puis j'ai pas arrêté depuis, là. J'ai pris des petites pauses des fois à certains moments, mais en général, j'ai tout le temps continué à rouler, à jouer. J'ai chroniqué dans des soirées, j'en ai animé. Comment ça s'est passé, première soirée au bordel, là? Tu sais, je présume qu'à 18 ans, t'étais tout impressionnable quand même, là. Tu sais, c'est quand même gros. C'est gros, le bordel, là. Ben, c'est sûr que oui, il y avait la magie de la première fois, il y avait le côté genre, wow, I'm in, you know, je suis à cet endroit-là. Je me rappelle plus s'il y avait eu des gros noms ce soir-là, mais probablement, là, puis sûrement que j'étais full impressionné, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je joue sur le même show que telle personne. Et l'affaire, c'est que, admettons,
je me rappelle que dans mon souvenir, vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était venu me voir, vu que c'était mon premier show, sûrement que le public, j'avais un peu l'espèce de côté, on lui donne une chance, c'est un débutant. Fait qu'admettons, moi, dans mon souvenir, je me rappelle que ça s'était bien passé. Mais heureusement que j'ai pas d'enregistrement de ce show-là, parce que c'est sûr que si je le réécouterais, je me trouverais dégueulasse. Genre, juste le texte, je me rappelle c'était quoi, puis je suis comme, fait que j'aimais ça. Mais au moins, j'ai encore un beau souvenir de cette première fois-là, que je me suis dit, ah, tu sais quoi, ça s'est bien passé. Ouais, ben, nice. Ben, c'est surtout, je crois que les premières fois, c'est d'être capable de pas se prendre au sérieux. C'est ça aussi, c'est que cette fois-là, je la faisais... Oui, je la faisais parce que je voulais devenir humoriste dans la vie, mais je la faisais aussi pour le fun, tu sais, c'était juste comme, hey, c'est mon premier show, mon premier vrai show dans un bar, parce que pour moi, tu sais, c'était comme, j'avais, tu sais, j'avais déjà fait des shows plus, gros, entre parenthèses, tu sais, des concours ou des affaires devant des salles, mais tu sais, souvent c'était des concours, justement, de talent, un peu secondaire en spectacle, cégep en spectacle, où j'avais fait d'autres concours que, oui, ok, il y a beaucoup de monde, mais c'est pas un public d'humour, là, c'est des gens qui sont venus voir genre leur fille chanter, puis là il y a juste toi entre les deux qui compte ses petites jokes, puis sont comme haha, il est bien funné, mais on s'en fout un peu. Alors que là c'était vraiment ma première soirée, que là les gens sont là pour venir voir de l'humour, c'est là que tu rentres dans la cour des grands. Mais c'est quand même des très bonnes conditions au bordel, tu sais, c'est un public, surtout pour l'open mic, ce que j'entends beaucoup, c'est que c'est un public cultivé. C'est que ils savent aussi que c'est un open mic, fait que ils sont pas là non plus pour, pour le gala des Oliviers. Là. Non, ils sont pas là, c'est ça l'affaire, c'est que le public du bordel, ça dépend des soirées par contre, parce que là je l'ai fait assez de fois pour voir des fois que ça varie. Mais dans les bonnes soirées du bordel, ce qui est le fun, c'est que c'est un public qui est sympathique, mais qui est aussi honnête, tu sais. C'est qu'admettons, si t'as un texte correct, genre, tu sais, que t'es rempli de bonnes intentions, mais les gars qui sont peut-être pas excellents, ben le monde va quand même te donner une réaction, mais vont pas non plus, tu sais, ils vont pas t'acclamer comme si t'étais la nouvelle star de l'humour, là, tu sais, ils vont te donner une réaction honnête. Les seules personnes que j'ai vues comme réellement se planter au bordel, c'est soit le texte était absolument incompréhensible, ou c'était des gens comme que ce qu'ils faisaient avait juste pas de sens. C'était juste genre, c'est d'où tu vas sur une scène pour dire des affaires de même. C'est les seuls moments que j'ai vu quelqu'un genre réellement se planter. J'imagine tellement, là. C'est parce que j'ai des flashbacks aussi des situations de même, ou peut-être même de moi qui s'est carrément planté aussi. Que... Ah, man, je me suis planté là, au bordel un bon 3 fois. Là. To be honest, là, je l'ai peut-être fait, je pense que je suis rendu ça fait 5-6 fois que je fais l'open mic. Et il y a un bon 3 fois où est-ce que je suis sorti de scène, puis j'étais pas content. Là, j'étais juste, waouh, je me suis planté, ça a vraiment pas bien été. Là. Fait que je pense que c'est absolument normal. Puis, tu dirais, t'as commencé dans des bonnes conditions au bordel, mais est-ce que t'as déjà vécu une veillée vraiment des mauvaises conditions ou t'es quand même resté à l'abri de ça à date? Non, je pense j'ai connu des mauvaises conditions. Je me rappelle, je pense, la première soirée que ça a vraiment mal été, c'était au Loup-Garou. C'était un bar sur la rue Saint-Denis, qui je pense aujourd'hui s'appelle de quoi, comme le Hector ou un affaire de même. En tout cas, c'était un peu dans le même coin que le bordel puis l'abreuvoir, tout ça. Puis il y avait un open mic là qui était animé par Jerry Alain. Puis j'avais fait cette soirée-là, une soirée que Jerry était pas là, il s'était fait remplacer. Et ça n'avait... Tu sais, c'était ma première soirée où est-ce que ça a tellement pas bien été que je me suis fait roaster par l'animateur après. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, puis tu sais, justement, tu sais, t'es un jeune petit con qui a l'ego à mauvaise place. Fait que tu sais, il m'avait roasté, moi ça m'avait comme full brisé dans mon petit cœur d'artiste fragile. Puis tu sais, j'étais comme, oh, je l'aime pas ce gars-là. Finalement, des années après, c'est rendu un de mes humoristes préférés. Fait que je suis comme, tu sais, je pense que tout le monde doit passer cette étape-là, puis juste à un moment donné réaliser que comme, tu sais, des conditions de merde, puis pas juste des conditions de merde, mais des fois que toi-même t'es pas bon, ça va arriver des soirées que toi-même t'es pas dans l'énergie, t'es pas dedans, tu connectes pas avec le public, ça va arriver tellement de fois, puis la seule affaire que tu peux faire dans ces moments-là, c'est juste rester professionnel, puis quand c'est fini, tu fais comme, bon, c'est arrivé, on va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer maintenant. Ben, je comprends totalement ce que tu faisais, parce que moi, je suis quand même débutant, puis... Tu sais, je suis une bébite d'impro que je sais que j'ai une facilité que ça.
Puis j'ai fait l'erreur, justement, à payer ses palpitants, de me dire, je vais faire de l'impro. C'est un pari 5 minutes avant, là. Tu sais, j'avais un texte écrit, puis 5 minutes avant, on a parié. Puis, non. Ça ramène ça à terre assez vite quand que tu comprends que non, ça marche pas, là. Puis que t'es sur le bord de la crise de panique, puis que t'entends ta respiration faire. Mais c'est pas l'affaire, ouais, man. C'est parce que je connais la différence entre les deux, j'en ai fait de l'impro, là, pis c'est que, man, je pense que j'ai jamais fait un texte entièrement improvisé. Je pense que je suis jamais rentré sur scène en me disant je vais improviser de A à Z. Ou du moins, si je l'ai fait, sûrement que j'ai voulu effacer ça de ma mémoire. Et c'est parce que l'affaire, c'est que l'improvisation, tu sais, comme, admettons, faire de l'humour, faire du stand-up, puis des fois ajouter des bouts d'improvisation, ça va marcher, ça va être efficace. Ça montre que t'es connecté, ça montre que t'es avec le public. Mais l'improvisation pure, là, comme, c'est tough de faire rire avec ça. Il y en a qui sont très bons, là, tu sais, il y en a des fois qui font des shows de 60 minutes improvisés, puis c'est comme, ces gens-là, premièrement, shout-out à eux, là. Puis deuxièmement, comme ça doit être incroyable d'être capable de faire rire le monde pendant 1 heure sans avoir un bout de texte. Mais c'est que l'impro, comme, c'est que, mettons, une joke en impro, on va excuser une joke plus facile. Parce qu'on se dit, ah, c'est de l'impro. Il vient d'y penser. Tu sais, tu vas voir un match d'impro, tu vois quelqu'un sortir une joke comme moyenne, tu vas quand même la rire parce que tu te dis, ah, mais tu sais, il a quand même sorti sur le moment, stressé. Mais quand c'est en stand-up, là, le monde sont comme, t'es supposé avoir écrit. C'est supposé être plus haute qualité que ça, là. Ta joke moyenne, je vais pas la prendre. Oh, mais je te confirme que si tu dois essayer, tu l'as effacé de ta mémoire parce que je travaille activement pour essayer d'oublier ce moment pénible. Fait que c'est sûr que t'as eu la même réaction que moi si tu l'as essayé. On efface. Bon, c'est juste non. Mais... Il y a une différence avec le crowdwork. Le crowdwork, tu sais, t'annonces que ça va être de l'improvisation. Fait que ça, j'en ai déjà fait. Il y a des fois que ça s'est super bien passé, il y a d'autres fois que ça s'est mal passé. Mais c'est pas des moments, tu sais, même les moments que ça s'est mal passé, j'ai pas fait genre, ah, je suis mauvais. J'étais juste comme, bon, c'est un crowdwork qui a mal été. C'est ça le danger de faire du crowdwork. Mais d'improviser un texte, ça, non, j'ai pas les bases de faire ça. Mais est-ce que t'es quelqu'un qui est quand même porté à faire beaucoup de crowdwork dans tes numéros ou t'es assez modéré là-dessus? Je pense que j'étais plus à l'aise à en faire bizarrement avant. Avant, j'étais plus comme, ah, tu sais, tout le monde fait du crowdwork, je vais essayer de faire du crowdwork. Maintenant, j'ai réalisé que j'aime plus avoir la sécurité j'aime plus avoir le filon d'un texte. Puis après, si jamais il arrive quelque chose de dévié, ça, je suis totalement à l'aise de faire ça. Mais tu sais, même quand j'animais une soirée au Billy Buck sur la rue Masson, puis cette soirée-là, tu sais, au début, j'ai essayé de faire du crowdwork, puis à un moment donné, je réalisais que dans mon style d'animation, ça marchait pas tant, j'aimais plus avoir le contrôle de ça. Ce qui fait que la plupart du temps, quand j'arrivais en animation, j'arrivais avec un texte, puis admettons, j'adaptais avec le public. Tu sais, si, admettons, dans mon texte, je parlais de ma ville ou je parlais d'un sujet en particulier, ben, j'essayais peut-être de, genre, demander en question ou en crowdwork, tu sais, quelque chose par rapport à mon texte. Comme ça me mettait en lien. Mais le classique, genre, c'est quoi ton nom, d'où tu viens, dans quoi tu travailles, je l'ai fait des fois, il y a des fois que ça s'est bien passé, mais la plupart du temps, j'essaie d'éviter ça. Puis j'essaie plus d'arriver avec de quoi qui est solide. De quoi de plus rodé. Puis tu m'as parlé du Billy Buck, je sais que t'as déjà eu une soirée là-bas. Est-ce que c'est quelque chose, c'est d'actualité, peut-être un retour ou c'est mort et enterré? Non, c'est encore d'actualité. En fait, nous, c'est encore d'actualité tant que le bar existe. Fait que on souhaite que la deuxième vague fasse pas trop de dégâts. Mais en même temps, je me dis, ils ont survécu à la première. Puis, tu sais, quand on est arrivé, c'est parce qu'au départ, on est arrivé pour leur reparler du projet pendant l'été. Okay. Puis, il était encore hyper ouvert. Fait que je me dis, si la deuxième vague les fait pas fermer puis qu'ils sont encore dans la même situation, ben, probablement que si on y retourne quand tout ça va être finalement terminé, ben, ils vont être encore ouverts à nous recevoir. Là, je crois savoir avec qui tu fais ça, mais je vais quand même poser la question parce que j'ai un gros doute. C'est avec, je crois que toi, t'es l'animateur puis t'as un chroniqueur? Ouais, exactement. Qui est? Mon chroniqueur, c'est Lucas Boucher. Oui. Ouais, un bon ami à moi, un bon chum. En fait, on travaille ensemble depuis quand même un petit moment. Parce qu'au départ, la première soirée qu'on a travaillé dessus, c'était pas celle-là. C'était à Repentigny.
En fait, Lucas avait pris la soirée au bar La Ripaille, qui est un bar quand même relativement connu dans mon coin. Puis l'affaire, c'est que j'avais vu qu'il avait pris la soirée, puis je lui avais écrit, vu que je venais du coin, puis j'habitais encore là dans ce coin-là, dans ce temps-là, je veux dire, j'avais écrit « Hey Lucas, ça te tente, tu sais, vu que je suis de ce coin-là, tu sais, au pire, si t'as besoin d'un chroniqueur, puis je pourrais aussi organiser un peu le côté promo, tu sais, en parler aux gens, vu que je viens du coin, tu sais, je connais du monde du coin. Lui, il habitait sur la Rive-Sud à ce moment-là. Donc, c'est ça, il a accepté. On a été les deux sur le projet pendant un petit moment. Ça a été une bonne expérience d'apprentissage, cette soirée-là, pour être honnête. Ça a été vraiment, tu sais, il y a eu des moments plus rough, mais ça nous a bien formés les deux. Puis c'est ça, lui avait l'animation, moi j'avais la chronique. Fait que là, après, quand on est allé pour le Billy Buck, on a switché la formule. Puis ça marche super bien. Nice. Là, la question classique que je pose tout le temps, puis qui est peut-être dure à cerner, tu sais, elle est dure à répondre, mais je rassure tout de suite, toute réponse est bonne, parce que Parfait. c'est ta réponse, donc... Fait que je perds pas de points à l'examen. Non, c'est ça, tu vas avoir un Ok. 10 sur 10 quand même. Cool. Non, comment est-ce que tu décrirais ton humour? C'est quoi ton... Tu sais, dans quelle gamme humoristique tu dirais La que tu te fameuse situes? question. C'est La ça. fameuse question. C'est très difficile à dire parce que je suis pas la personne avec le style le plus comme le plus clair, même pour moi-même. Je veux dire, en ce moment, je suis en grosse recherche là-dessus, justement, en étant à l'école. Fait que je suis déjà un peu dans cette recherche-là. Mais les affaires on dirait que je serais plus capable de dire. On dirait que j'y vais plus par élimination. On dirait que je sais plus les affaires dans lesquelles je suis pas bon. Ce qui fait que là, après, ça me resserre une espèce de OK, ben ça, je suis quand même capable de le faire. Mais je sais que mon humour est principalement c'est de l'humour d'observation, beaucoup. C'est de l'humour vraiment, tu sais, je donne mon opinion sur des sujets, je parle de trucs. Tu sais, je suis pas vraiment dans l'anecdote. Je suis pas un excellent raconteur. Moi, c'est vraiment plus d'avoir une espèce de vision des choses qui est un peu absurde, humoristique, tout ça. Je chiale beaucoup. J'essaie de chialer moins, mais je chiale beaucoup. C'est très Donc, québécois, ça, regarde. c'est extrêmement québécois. Mais c'est ça. Avant, je le décrivais, puis je pense que je peux encore le décrire un peu comme justement. C'est de l'humour qui se base sur l'observation et qui est punché absurde. Parce que j'ai quand même une belle... j'ai un bel amour pour l'humour absurde. C'est un style d'humour que j'affectionne beaucoup. Fait que c'est souvent, je pars d'observation, puis après, je les emmène, je les punch avec de l'absurde, je les twist dans un univers qui est plus absurde. Nice. Puis là, t'as piqué ma curiosité parce que t'as ouvert ta réponse avec je sais dans quoi je suis pas bon. Je vais dans l'élimination. C'est dans quoi t'es pas bon? Je suis curieux. Dans quoi je suis pas bon, man? Je suis pas bon dans... Ben, déjà, les anecdotes. Je suis un très mauvais raconteur. Moi, si tu me demandes, tu me dirais de raconter une anecdote. Parce que moi, j'ai le problème, OK? Que quand je raconte une anecdote, je suis jamais capable... Tu sais, les bons raconteurs sont capables de vraiment prendre les points importants et les stretcher, puis mettre du jus, puis donner, tu sais, comme donner du contenu dans les bouts qui sont importants. Moi, j'ai tellement peur d'oublier les détails importants que je donne du jus, mais à toutes. Je donne du jus à toutes, mais donc à des détails que tout le monde s'en crisse et sert à rien dans l'histoire. Dans le fond, tu naies tes punch. Pour être quelqu'un qui fait de Exactement. l'anecdote, je sais très bien qu'il faut que j'aille des temps à mort. Ben c'est ça. Ben moi je suis pas bon là-dedans, fait que puis j'ai essayé, puis comme il y a une anecdote que je vais essayer de réécrire que je vais essayer de réécrire puis refaire un texte avec, mais je le sais que c'est pas ma force. Tu sais, je suis pas un Guillaume Pinot, je suis pas un Sam Breton aussi est un peu raconteur, un peu coucou. Fait que c'est ça, je suis vraiment pas dans ce style-là. L'humour noir, je suis capable de faire des jokes d'humour noir, mais c'est vraiment pas... Ça, c'est pas tant que je suis pas bon, c'est un créneau que je veux pas faire, c'est pas mon style. L'absurde, complètement absurde. Peut-être tantôt, je parlais un peu de mon affection pour l'absurde. Je suis pas capable de faire quelque chose qui est complètement absurde. Quelque chose au niveau des Denis Drolet ou des Brian Piton ou Anthony Montreuil qui devient trop dans le conceptuel. Ma tête est comme pas capable d'être drôle dans ces setups-là. Puis je pense que ça prend un cerveau particulier pour être drôle de cette manière-là. Fait que non, c'est pas mal les sujets dans lesquels je suis pas top notch. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Par côté absurde, tu sais, être
ça prend un cerveau particulier parce que je connais des gens qui font, ben tu sais, en impro peut-être plus, qui ont une facilité étrange avec l'absurde. Puis que, Ah oui. que tu comprends pas comment est-ce qu'ils font. Puis que les seules fois aussi que j'ai essayé d'embarquer avec eux autres sur le stage pour faire de l'absurde, j'ai mangé une claque parce que c'est crissement pas mon domaine. Ah, il y en a que ça sorte naturellement. Il y en a que je comprends pas comment ils font pour que tout leur punch. Mais je pense que ça prend une espèce de, je sais pas, de décalage naturel. Parce que la base de l'absurde, je pense que moi, je suis un petit peu trop... Rationnel. Ouais, rationnel, pragmatique un peu. Ce qui fait qu'admettons, si j'écris quelque chose qui est absurde, je le sais que c'est absurde. Tu sais, ça va être c'est limite, c'est bizarre, ça va être calculé comme de l'absurde, ce qui est comme à l'inverse de c'est supposé être quoi. Fait que, alors qu'il y en a d'autres qu'on dirait qu'eux, ils réfléchissent, puis pour eux, c'est juste naturel. Pour eux, c'est juste comme ça, puis honnêtement, j'envie ces gens-là qui ont ce cerveau-là, parce que ces humoristes-là, souvent, c'est ceux qui me font le plus rire, là. Il y a des gars comme Martin Lauzon, là, si vous le connaissez pas encore, ce gars-là, pour moi, c'est un génie, là, puis c'est ça la face qu'il fait pas d'effort. Ben pas, il fait pas d'effort, je veux dire, il travaille, mais pour lui de sortir ces affaires-là, c'est aussi facile que pour moi, sortir une joke d'observation. Moi, faire une observation phonée, je suis capable de le faire facilement parce que c'est comme ça que mon cerveau est programmé. Lui, trouver quelque chose de complètement fucked up et absurde et complètement champ gauche, pour lui, c'est autant facile. Une facilité vraiment au niveau créatif à ce niveau-là. Tu me parlais tantôt rapidement que comme quoi que t'es à l'école. T'es à l'école de l'humour présentement. Yes, première année. Première année. Fait que... Première année, ça vient de commencer. Comment ça se passe d'un en temps de COVID, puis de deux, le clash que tu dois vivre, un certain clash en arrivant là, premier matin. Bon, c'est un rêve pour plusieurs. Mm-hmm. Ça doit être assez intimidant la première fois que tu mets des pieds dans l'entrée. Ben, oui. Mais en même temps, je pense pas que je suis la personne qui a eu le plus gros clash parce que moi, ça faisait quand même... Moi, j'ai été pris, c'était ma 3e année que j'essayais les auditions. OK. J'avais déjà fait 2 fois les auditions. Les 2 fois, j'avais même pas passé au stage. Puis là, cette année, ça a juste déboulé que entrevue, stage, sélectionné. Ça a été... vraiment hot. Ce qui fait que l'école, je connaissais déjà. J'avais déjà parlé à du monde qui était à l'école. En fait, je connaissais déjà du monde des autres cohortes précédentes qui m'en parlaient. Fait que j'avais déjà une espèce de regard, mais c'est clair que j'avais pas l'expérience de le vivre. Fait que c'est clair que t'arrives là, j'avais pas vraiment peur, j'étais plus vraiment excité. Pour moi, c'était comme, waouh, on vit de quoi, j'arrive enfin... C'était l'accomplissement de quelque chose, c'était crime, j'ai rêvé de ça depuis tellement longtemps, puis là je le vis. Puis en plus avec ma cohorte que je trouve vraiment exceptionnelle, toutes des gens super le fun, que j'apprends de plus en plus à connaître, tout ça. Il y avait du monde que je connaissais déjà, ce qui déjà est sécurisant. Vu que ça faisait plus longtemps, du monde que j'avais déjà croisé dans des soirées d'humour, que j'avais déjà entendu parler. Fait que je pense que j'ai pas été la personne la plus justement comme shaké par le fait de rentrer là, vu que je savais déjà un peu à quoi m'attendre sur certains trucs. Mais c'est clair que tous les jours, ça reste quand même une méchante expérience. Là aussi, il y a le côté justement COVID qui rend ça un peu différent. On vit pas l'expérience comme les autres l'ont vécu. On a été chanceux au début, on n'avait pas à faire de cours en ligne, ou très peu. C'était très diminué quand on est rentré. Là, avec l'annonce de deuxième vague, puis tout ça, ça l'a augmenté. Maintenant, on est rendu à peu près la moitié de mes cours sont rendus en ligne. Puis les groupes qui avaient déjà été séparés sont encore plus séparés pour diminuer encore plus le nombre de personnes dans les mêmes pièces. Fait que c'est clair qu'il y a plus le problème, admettons, de... Ben, ça fait en fait qui est un peu bizarre. Il y a beaucoup de nos profs, tu sais, qui parlaient que c'est plate pour vous, tu sais, vous avez moins l'énergie de gang, vous avez moins l'énergie de cohorte, vous avez moins l'énergie d'être ensemble. Ben, vous avez une énergie totalement différente que personne n'a jamais vécu comme entrer à l'école de l'humour. Qui sait ce que ça peut peut-être amener de quoi de bonus ou une vision différente, puis ça va peut-être être plus formateur des fois. Ben c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, juste du côté cohésion, tu sais, ils nous disaient c'est poche, peut-être avec ça vous allez être moins
justement, vous allez être moins ensemble. Puis, pourtant, on dirait que ça, je dirais, fait un peu l'effet contraire. On dirait que le fait qu'on se voit moins de manière naturelle, ben, ça fait qu'on a encore plus envie de se voir, puis on veut voir ce que les autres font, parce que justement, c'est, tu sais, le temps qui nous est donné, il est limité. Fait qu'après, quand c'est pas l'école, puis qu'on peut pas justement chiller à l'école, ben, on essaie de trouver des moyens. On est comme, ben là, on essaie de se voir quelque part, on se fait un Zoom, est-ce qu'on jase, tout ça. Fait qu'il y a cette espèce de côté-là qu'on a quand même réussi à rester unis, même si en ce moment le contexte est pas favorable à ça. Maintenant, pour ce qui est de l'apprentissage, puis comment ça va avoir un impact sur notre éducation, ça, on peut pas vraiment le savoir parce qu'on est dedans en ce moment, puis ça vient de commencer. Fait que ça, c'est quelque chose que malheureusement, je peux pas vraiment voir. Mais je pense, au crédit de l'école, ils ont quand même bien adapté la formule. Là. Je pense que ils ont quand même, vu que c'est une plus petite école, les étudiants, ils peuvent plus nous jaser directement, faire de quoi qui est plus personnalisé. Tu sais, je comprends que dans un cégep ou une université, quand t'as 10 000 étudiants, c'est compliqué de faire quelque chose qui plaît à tout le monde. Eux, au moins, l'école, ils ont un peu plus ce pouvoir-là. Ce qui fait que, justement, la formule est mieux adaptée. Mais pour moi, personnellement, en tout cas, je trouve qu'elle est bien adaptée et qu'ils font une belle job de ce côté-là. Nice. Puis là, petite question peut-être plus crunchy. On peut-tu avoir des potins sur la nouvelle cohorte? Des potins sur la nouvelle cohorte. Donc, ma cohorte. Ouais, c'est ça. On veut du crunchy, là, un peu. On veut du crunchy. Hey. Je savais pas que le magazine 7 jours voulait m'interviewer. Mais... j'ai pas pour de vrai, j'ai pas vraiment de potin dans le sens que comme t'sais, moi pour le moment je n'ai que du praise à donner à mes collègues là, j'ai pas tu sais c'est tout des gens. Ben non, on veut pas de la haine là, mais tu sais des potins poinés des fois ou tu sais des petites maladresses ou Et ça man, je pense que c'est quelque chose qui va venir plus avec le temps vu que là on est encore dans la période un peu d'apprendre à se connaître là, mais tu sais moi, ce que j'aime principalement de ma cohorte, c'est que c'est tous des gens très différents. Okay. C'est que, tu sais, on est tous, pis ça, on se le dit souvent, tu sais, on est tous des gens avec des styles d'humour extrêmement différents. Il y a comme personne qui pile vraiment ces plates-bandes de personnes. Tu sais, il y en a dans la cohorte qui ont un style, justement, on en parlait un peu plus absurde. Il y en a d'autres que c'est un petit peu plus champ gauche. Il y en a d'autres que c'est très stand-up classique, mais ultra efficace. On a des gens qui sont plus dans l'humour politique. Il y en a d'autres, c'est plus dans l'humour, vraiment parler des trucs du quotidien. Fait que ça, c'est quelque chose, probablement, que je trouve le fun, que chacun ait sa force et aussi ses faiblesses. C'est plus facile à travailler. Mais sinon, même des potins de l'école, je pense pas que je suis ta meilleure source de potins, là. Moi, bon, je suis pas le paparazzi avec la caméra qui est comme, oh mon Dieu, qui c'est qui... C'est bon, je vais magasiner un autre élève, là. Je vais chercher, là, pis... On va essayer de m'en spotter un, là. Spotter un qui a de l'air, là, d'avoir les petits le crunchy. C'est le confinement, tout le monde, tout le temps un bon truc de l'avoir dans la poche. Il va me ramener potin, non. Mais. Quoi que je peux dire quelque chose, Francis Legendre, il veut pas dire, mais c'est un homme lézard. Un reptilien. C'est un reptilien. Mais ça, il voulait que je le dise à personne, fait que on fait comme si on n'avait rien entendu. Mais si vous pourriez aller lui écrire Francis Legendre, t'es un très beau reptile, ça ferait mon bonheur. Je te promets d'y aller après l'enregistrement. Francis Legendre, t'es un beau reptile. Parfait. Fait que pris en note. Non, maintenant, je vais retourner peut-être plus dans ta sphère humoristique à toi. Tu dirais ton processus créatif, ta manière de créer, quand tu écris un texte, tu pars de quoi? Comment est-ce que tu procèdes? Je suis quelqu'un, quand j'écris, premièrement, comme je disais tantôt, c'est beaucoup de l'observation. C'est beaucoup des trucs. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a tout le temps la tête qui spinne un peu. Fait que beaucoup de mon humour part des choses que j'observe, des choses que je pense, des trucs... c'est des affaires de même. Aussi, je suis quelqu'un qui a vraiment de la misère à s'asseoir puis écrire. C'est quelque chose qui me vient pas naturellement. Moi, j'ai souvent l'impression que mes meilleures idées, c'est plus quand, mettons, je me promène puis que là, soudainement, j'ai des flashs. J'ai comme des petites bulles qui me passent. Je pense que 90% de mes meilleures jokes ont été écrites dans la douche. Puis genre, le 10% restant, c'est des jokes que d'autres personnes m'ont donné. Fait que ça te donne une idée. Mais, fait que ça fait que j'ai comme... mon processus créatif, c'est en plus de comme, tu sais,
vivre, penser à des affaires, voir un peu la vie, tout ça, sous un autre angle. Puis après, quand j'écris, d'essayer de prendre toutes ces idées-là, de les rendre concises, de les mettre dans un texte, puis de puncher ça. C'est clair que le NH aide avec le côté plus comment formuler ça, parce que bon, je peux pas non plus rester le gars qui est juste comme j'ai une idée, je vais juste la dire sur scène. Fait que il y a ce côté-là justement plus le editing, comme on pourrait dire. Je suis en phase d'apprendre un peu plus comment le faire. Mais j'ai tout été un peu de même, que justement, c'est juste des idées qui me passent, des observations. Puis aussi, des fois, j'ai l'impression qu'un texte, comme un sujet, ça va être soit, admettons, un sujet va m'inspirer 5 minutes au complet, que je vais carrément genre m'improviser à moi-même puis trouver le début, le milieu et la fin d'une shot. Ou des fois, ça va être comme une joke. Puis je vais être comme, bon ben, ça, j'ai un punch là-dessus. Puis c'est tout ce que je suis capable de trouver pour le moment. Ben, moi, c'est ce qui m'arrive assez souvent quand je procède par observation. C'est pour ça que je suis pas... tu sais, oui, je fais de l'observation, mais je vais jamais qualifier mon humour d'observation parce que quand que j'ai cette flash-là, moi, ça devient un liner. OK. Quand que je joue quelque chose d'observation, c'est tout le temps juste un liner que ça finit. Puis, dans le fond, je m'en sers jamais. Ils sont tous dans une banque à liner. Je me dis, peut-être qu'un jour, je vais utiliser. Puis, j'espère, mais je commence à penser à peut-être faire vraiment un numéro juste en liner. Mais encore là, c'est de... C'est tough, les numéros de liner. Ouais, les numéros 100% liner, c'est extrêmement difficile parce que tu peux pas te permettre qu'un liner soit moyen. C'est ça l'affaire. Quand tu fais du stand-up à l'américaine puis que c'est juste des punchs, là, s'il y en a un qui est pas bon. Tu sais, admettons, là, quand tu fais un bit ou une anecdote, tout ça, si à un moment donné, il y a une joke qui comme, marche moins bien, mais qui te permet de te rendre à une meilleure joke, ça passe déjà mieux. Le monde va déjà plus l'excuser parce qu'ils sont comme c'est pas grave, il a besoin de dire ça pour se rendre au gros punch. Mais quand tu fais juste du liner, là, s'il y en a une qui est pas bonne, c'est comme ouais, ok, tu t'es planté, puis il y a rien d'autre pour rembourser, là. C'est juste, il y a pas un payoff à la fin, c'était juste mauvais. Puis t'es comme, ok, ben désolé. Ben, c'est comme une tension qu'il faut maintenir. Puis, l'important aussi, c'est tout le temps aller en montant. Tu sais, si tu commences avec un de tes meilleurs gags, même si c'est pas ton meilleur, c'est genre ton 2 ou 3e meilleur gag, pire erreur, parce que tu dis, je vais aller chercher la foule de même. Non, au contraire, tu vas y perdre la suite. Mais à la base, il faut que tous tes punchs soient bons. Si tu fais du liner, c'est même pas une question de je mets mon premier avant. Il peut avoir le principe que tu veux en tester, ça oui. Mais l'affaire, c'est que quand tu testes un liner, il faut que tu sois sûr. Faut qu'il y ait une partie de toi qui soit sûre et qui soit prête à le défendre. Parce que aussi, tantôt, on parlait de mon style d'humour. À l'écriture, je suis encore un peu en recherche et en découverte. Mais l'affaire que j'ai remarqué, par exemple, par rapport à mon style, puis ça, c'est plus comment je suis sur scène, c'est que je suis quelqu'un qui va, puis ça va avec l'avantage que je fais de l'observation puis pas du liner. Je suis quelqu'un qui défend mes textes. Même les moins bons, je te les joue. Puis ça dépend des moments, c'est sûr qu'il y a des soirées où t'es plus dans la zone que d'autres. Mais en général, je suis la personne qui, admettons, justement, même si le texte est moyen au niveau de l'écriture, je vais te le jouer, puis je vais te l'interpréter, puis je vais te mettre dedans pour que ça t'intéresse pareil. Tu sais, peut-être que tu t'en fous que je parle des chevaux au temps du médiéval, mais moi, t'as joué le cheval, puis tu vas me suivre dans mon idée. Fait qu'au moins, il y a ce côté-là qui m'avantage, mais que je pourrais pas me permettre de faire ça en liner. En liner, t'as beau avoir l'énergie du monde, si les jokes sont pas bonnes, le monde va quand même décrocher, alors qu'en observation, en bit, limite en anecdote, des fois, la joke peut pas être excellente, mais juste comment tu la joues, comment tu l'interprètes, puis comment t'intéresses le public, ça fait comme 90% de la job. Of course, tu veux tout le temps avoir des bons textes, mais si on parle, admettons, de rodage, c'est un avantage que des fois que tu peux avoir. Là, tu m'as parlé de act-out un peu. Est-ce que t'es quelqu'un qui est porté vers les act-out ou t'essayes d'être modéré là-dessus? Quand c'est nécessaire. Moi, je trouve que quand c'est nécessaire, je mets pas des act-out à toutes. Mais s'il y a une joke qui nécessite un act-out, ben je vais me mettre dedans, puis je vais le jouer, puis je vais me trouver des manières de le faire de la meilleure manière possible. Puis ça, c'est encore une fois quelque chose que j'essaie de perfectionner en ce moment. Le côté, les personnages, les voix, essayer de donner vie au act-out, que ce soit pas juste, tu sais, moi qui est comme, fait qu'elle m'a dit, blablabla, avec la même voix.
j'essaie de travailler ça, mais à la base, justement, je suis quelqu'un qui est quand même, tu sais, depuis tantôt, j'explique puis je bouge mes mains comme un imbécile, mais c'est un peu ça, moi, sur scène. C'est avec la différence que j'ai un micro d'habitude, mais moi, quand je suis sur scène puis que je suis dedans, là, que je suis passionné, ma main qui tient pas le micro, elle va partout, là. Puis elle te met dedans, puis elle te met dans l'énergie. Fait que même affaire dans les act-outs, tu sais, si je fais un act-out de quelque chose, je vais le jouer, je vais l'interpréter, je vais essayer de faire des voix, même si je suis pas le meilleur là-dedans. Mais je vais me mettre dedans. Là, ça reste tellement place à l'imagination, dire, je suis pas le meilleur là-dedans, mais je vais essayer de me mettre dedans. C'est ça. Mais les oreilles vont peut-être vous gricher. mais j'essaye. Je fais de mon mieux, gars, ok? Si c'est désagréable, on vit tous ce moment-là ensemble. Fait que... Ben, c'est aussi clairement quelque chose que j'ai réalisé avec l'Internet. Faire de l'humour sur Internet m'a fait réaliser que la différence, c'est que sur Internet, quand tu te plantes, c'est tellement plus dur, ça fait tellement plus mal, parce que y a personne qui le vit que toi, t'es tout seul dans ton salon. Tandis que quand tu te plantes en salle, c'est pas plus fun nécessairement, mais le côté plus agréable de ça, c'est que les gens vont être plus portés à rire avec toi parce qu'ils vivent, ils assistent au moment, puis c'est... Ils vivent un peu le malaise avec toi, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus... j'ai l'impression que c'est un peu plus à l'inverse, en fait. C'est que sur Internet, l'affaire, c'est que peu importe ce que tu fais, on dirait que t'as tout le temps, même si ce que tu fais est bon, t'as tout le temps un peu l'impression de te planter parce qu'il n'y a pas de réaction. C'est que tout ce que tu fais, si tu le fais avec une énergie de stand-up, il n'y a aucun retour. Fait que t'as l'impression de te planter, alors que des fois, c'est pas le cas. Tu sais, des fois, tu sais pas, là, peut-être que le monde à la maison, ils ont trouvé ta joke vraiment super drôle, mais tu peux juste pas l'entendre parce que les 40 personnes qui regardent le live, ben malheureusement, sont pas dans le call Zoom à rire, tu sais. Alors que en salle, tu sais, oui, ok, tu vas entendre les mauvais moments, mais tu vas aussi entendre les bons moments. Fait que c'est plus facile de gager. Tu sais, si tout le long t'as pas eu de rire, tu peux te dire, ok, ben c'est un mauvais numéro. C'est un bon indicateur. En général, c'est ça, c'est un bon indicateur, on va le retravailler. Si tout le long le monde on rit, t'es comme, wow, ok, c'était vraiment bon. Alors que Internet, Zoom, comme moi on dirait que quand ça a commencé toutes les shows justement de confinement, là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de rentrer dans ces shows-là comme si on me donnait une chronique radio. Tu sais, je vais pas faire ça comme du stand-up parce que je sais que si je fais ça, je vais pour me planter, tu sais. Fait que je vais le prendre plus comme si c'était une chronique à la radio, ou est-ce que, parce que c'est un peu la même affaire, tu sais, les humoristes qui vont faire des chroniques à énergie, là, oui, ok, il y a la réaction des animateurs qui vont justement se forcer de rire, ben, ils vont pas se forcer, mais, tu sais, des fois, on sent que le rire est plus amplifié pour donner une réaction, mais, tu sais, ça reste quand même qu'au final, c'est un humoriste qui lit son texte devant, genre, un animateur puis comme 2 autres chroniqueurs, fait que la réaction de salle est pas intense. Fait que tu sais, c'est une autre énergie, c'est un autre, on dirait que j'ai l'impression que dans ces shows-là, faut plus que toi-même tu guides ton propre bateau. Tu sais, faut pas que, parce que d'habitude en stand-up, le public influence comment tu vas interpréter. Parce que, tu sais, faut que t'attendes leur rire, faut que tu vois c'est quoi leur réaction, faut que t'enchaînes s'il y en a pas, faut que tu laisses du temps s'il y en a. Alors que, en chronique radio puis en show web, c'est plus, tu sais, tu vas avec ton delivery pour que ça fasse du sens, puis si le monde y embarque, ben il embarque, mais s'il embarque pas, c'est pas grave, tu continues, puis il faut comme que tu laisses en ligne droite, parce que sinon, si t'attends des réactions, il y en aura juste pas. Là, je t'écoute parler, puis j'ai comme pris quelques petites notes mentales pour pas vivre le même crash que la dernière fois, mais merci en passant. Mais j'ai l'impression que t'en as fait beaucoup de shows via Zoom. Ben, j'en ai pas fait. J'en ai fait, je pense, au total, peut-être un 3-4 depuis le début de la pandémie. Ben, dont 2 fois PA et c'est palpitant. J'en ai fait un vraiment au début de la pandémie. J'avais fait c'est quoi aussi? J'en avais fait un autre à un moment donné. Ouais, j'en ai fait aussi quelques-uns, genre sur Instagram. Oh. Puis c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, je les acceptais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix à faire, mais puis aussi c'est que ça me donnait un objectif d'écriture, tu sais, c'est que moi la première pandémie ça a été tough parce que au début j'étais primé, j'étais comme wow, on a le temps de faire tellement d'affaires, je vais écrire tellement de stock, mais c'est là que j'ai réalisé que écrire quand il n'y a pas d'objectif, là, quand tu le sais pas quand est-ce qu'il va en avoir des shows, là, c'est difficile. C'est tough. D'écrire sans savoir c'est quand la prochaine fois que tu vas présenter un numéro, ça
comme, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que ça se fait presque pas. Ah non, c'est pas juste toi, mettons. C'est comme pas de motivation. Là, je suis chanceux parce que l'école me donne des devoirs. Fait que même si j'ai pas de spectacle à proprement parler, j'ai quand même un objectif. Faut que je livre. J'ai une commande à faire. Tu sais, les humoristes, ça se mettons qui, en ce moment, sont à la télé, à la radio, tout ça, que eux, les tournages, ça continue. Eux, ils peuvent continuer de travailler puis d'écrire parce qu'ils ont un objectif. Mais les humoristes qui vivaient juste de la scène, je peux pas concevoir. Ben, je peux un peu le concevoir parce que je l'ai vécu dans le premier confinement. Mais c'est tellement difficile de faire comme, ben là, j'ai tout le temps du monde pour écrire, mais on dirait que j'ai aucune motivation pour le faire parce que si j'écris, je sais pas ça va être pourquoi. Ben, moi, j'ai pas eu de difficulté, mettons, nécessairement à écrire, mais j'écrivais du mauvais stock. On va se le dire, c'était pas mon qui sortait, puis j'ai pratiquement tout jeté, là. Mm-hmm. Ben, tu sais, j'ai pas jeté, mais mis de côté. Mais c'est ça qui arrive. Le deadline, ça devient important pour une chose, c'est que on dirait que là, tu te prends plus au sérieux, puis tu as un contexte autour. Tu sais, mettons, tu sais que je vais jouer à tel endroit, ça va être tel genre de crowd. Bon, ben, j'avais l'idée de faire tel genre de numéro. Pourquoi j'emmènerais pas ça dans ce contexte-là, puis l'écrire comme ça? Et voilà, tu sais, t'arrives déjà avec de quoi de plus concret. Dans ce cas-là, tu te dis, je vais écrire pour écrire, tu vas écrire des idées. Ouais. Mais jamais tu vas écrire un numéro complet avec la même motivation. Non, puis pas juste ça, mais aussi, c'est qu'en ce moment, ce qui est difficile, c'est que vu qu'on vit dans une situation où est-ce qu'on peut pas sortir, on peut pas vraiment faire d'activités, on peut pas vraiment faire de choses pour nous changer les idées. À l'école, on a un cours de créativité qui nous apprend justement des techniques pour essayer de comme être un peu meilleur dans des trucs comme les brainstorms, puis ça nous montre des techniques de créativité pour être plus facilement inspiré. Puis un des premiers points que ma prof nous parlait, c'était que l'une des pires affaires pour la créativité, c'est la routine. Tu sais. L'une des pires affaires pour la créativité, c'est de tout le temps être à la même place, de tout le temps faire les mêmes affaires, parce que tu sors jamais, tu vas jamais puiser de l'inspiration de nulle part. Puis dans la vie de tous les jours, c'est plus facile. Tu sais, dans la vie de tous les jours, au pire, à un moment donné, t'es chez toi, t'écris, ça te pogne pas. Au pire, tu vas dans un café, puis là, dans le café, soudainement, poum, ça débloque, puis là, soudainement, t'as juste changé de place, puis soudainement, t'es comme, oh mon Dieu, là, soudainement, je sors 20 textes. Alors que maintenant, vu que tout est fermé puis qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, ben là, t'es tout le temps un peu au même endroit. Tu sais, c'est comme, t'es obligé socialement, puis je veux dire, j'encourage le confinement, là. Je suis pas en train de vous dire, libérez-vous pour l'art, c'est pas ça que je dis. Mais c'est juste bon. Mais c'est juste que ça crée quand même cette mentalité-là que là, on est tous dans une sorte de routine, on est tout le temps aux mêmes endroits, on est tous enfermés chez nous, en fait. Puis ça fait que c'est difficile pour les jobs créatifs parce que t'as aucun autre endroit pour aller puiser de l'inspiration. Tu sais, il y en a qui sont chanceux, qui ont un char, qui peuvent, admettons, sortir, aller dans la forêt. Mais moi, admettons, quand je suis à Montréal, puis que je suis dans mon petit appartement, puis que justement, je peux pas aller dans un café, je peux pas aller dans un resto, je peux me promener, mais comme je peux me promener dans le coin de mon quartier, que c'est rendu, je le connais par cœur au nombre de marches que je fais, ça devient difficile de trouver des nouvelles idées. Mais honnêtement, moi, une chose qui m'a un petit peu sauvé pendant les 2 confinements, c'est le podcast, parce que c'est niaiseux à dire, mais d'avoir des discussions tout le temps avec des gens avec de nouveaux horizons, on dirait que ça m'a comme maintenu la tête en dehors de mon appartement. C'est vrai ça. Et vraiment, c'est de quoi de très très agréable pour moi. Désolé à ceux qui n'ont pas eu la chance Désolé aux gens qui n'ont pas de podcast. Ben, je me trouve un petit peu cheap de lancer ça de même. Mais, c'est ça. Fait qu'on va enchaîner sur ce petit malaise. Toi, tu me disais tantôt que tu avais déjà eu un podcast. Oui. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait le test de son. Okay. En fait, le concept de mon podcast, ben, premièrement, le concept de base, c'était comme tous les foutus podcasts. Là, c'était, j'invitais j'avais 2 invités, puis on jasait de tout et de rien. Mais mon concept pour être genre comme si j'étais full original, c'est que mon intro, je faisais une intro officielle où est-ce que je présentais mes invités, mais là après, dans l'audio, je faisais semblant de couper le micro, comme je disais, tu sais, c'est qu'en fait, je faisais semblant que mon introduction, c'était le test de son du podcast, comme si on testait les micros, tout ça, puis après, je faisais comme si je fermais l'enregistrement, mais en réalité, je le fermais pas, puis mes invités le savaient que je fermais pas, fait que comme
il y avait personne qui se faisait pogner par mon stratagème. Et parce que mon concept, c'était je voulais qu'on fasse comme si c'était une discussion pas enregistrée. Fait que je voulais faire comme si, justement, tu sais, c'était le test de son, là, quand je le fermais, on commençait à jaser, mais comme si on jasait hors ligne. Puis, ça donnait des épisodes que je suis quand même content, tu sais, c'était des bonnes discussions, mais aussi, je l'ai fait, ça fait un bout, là, j'étais quand même un peu plus jeune à ce moment-là. Fait que je suis sûr que déjà, comme animateur, j'aurais été, si je continuais à le faire, je serais meilleur. Mais, ça a quand même donné des épisodes intéressants. Je parlais beaucoup avec du monde du web à ce moment-là, parce que c'était un peu le milieu dans lequel, j'avais les pattes un peu des YouTubers, des Twitchers, des affaires de même. Il y a un épisode en particulier, par contre, que ça m'a tout le temps surpris. C'est comme un épisode qui a explosé pour une raison... je connais un peu la raison, mais elle est un peu absurde. C'est qu'il y avait un moment donné où j'avais été invité à un festival à Gatineau, un festival geek, okay. Qui s'appelle le G-Animé. Puis j'avais enregistré 3 épisodes à cet endroit-là. J'avais enregistré un épisode avec... Je sais pas si tu connais un peu les YouTubers français. Si je shoot des noms. Ben, je suis très... Je suis très nouveau dans cette communauté-là. Ok. Mais c'est pour te donner... Ok. Mais c'est pour te donner une idée, j'avais enregistré 3 épisodes. Puis souvent dans ces épisodes-là, j'essaie d'avoir, mettons, un gros invité du festival, puis un ami à moi ou quelqu'un que je connaissais un petit peu plus, qui était peut-être moins connu, mais que j'aimais quand même, que je voulais discuter avec, puis que surtout je connaissais un peu plus. Fait que j'avais, mettons, quelqu'un que je connais beaucoup, puis quelqu'un que je connais pas trop, mais qui a beaucoup de choses à raconter. Puis dans mes invités principaux, j'avais eu genre Bob Lennon, qui est comme un YouTuber français avec comme des millions d'abonnés. J'avais aussi reçu, plus local, j'avais reçu Steel Horse, qui est un autre YouTuber gaming du Québec, qui est lui aussi comme vraiment très populaire. Et ces 2 épisodes-là ont quand même relativement bien marché, mais l'épisode qui a le plus marché, c'est l'épisode avec un gars qui s'appelle Aurélien Ringelheim, mais l'affaire, c'est que ce gars-là, c'est le voice actor qui jouait Ash Ketchum dans Pokémon. Qui jouait dans la version française de Pokémon, c'était lui qui faisait la voix de Ash Ketchum. Oh! Ce qui était quand même, c'était cool à recevoir, ce gars-là avait plein d'histoires, mais tu sais, au début, je m'étais dit, entre Aurélien Ringelheim puis genre justement des Bob Lennon, Steel Horse, qui sont super connus sur Internet, je me suis dit, c'est clairement les épisodes avec ces deux-là qui vont pogner. Et en ce moment, sur ma chaîne, l'épisode le plus regardé, c'est celui avec Aurélien, parce que ce gars-là, tu sais, les 2 autres, ils ont plein d'affaires sur Internet. Fait que le monde, s'ils veulent trouver des trucs sur Bob Lennon ou sur Steel Horse, c'est pas sur mon podcast qu'ils vont tomber en premier. Alors que ce que j'ai réalisé, c'est qu'Aurélien Ringelheim, il y a rien sur Internet. Il y a pas de page Facebook, il y a pas de, tu sais, il y a pas de chaîne YouTube, il y a même pas de Twitter, je pense. Fait que les gens, quand, admettons, surtout les Français, justement, quand ils cherchent, c'était qui la voix de eux, ils l'appellent Sacha dans Pokémon. Quand ils cherchent c'était qui la voix, ben ils voient son nom, ils sont comme je vais faire des recherches sur lui. Puis première affaire qui tombe, parce que c'est comme le seul truc sur Internet qui existe, c'est mon podcast. Ben, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué des fois. On se dit un invité super motivé, ça va être bon, ça va avoir une bonne cote d'écoute, et ça va faire décoller mes affaires. Finalement, c'est comme lui qui rentre le moins bien, puis l'autre personne sait que t'as peut-être pas tant d'attente. Pas parce que c'est pas le fun. La discussion a été super intéressante, mais c'est plus méconnu peut-être, puis crème là, pourquoi c'est lui qui pogne le plus? Ben, c'est un petit peu dur à comprendre. On le sait jamais, puis sur ça que, tu sais, l'Internet, puis tout ça, la viralité sur Internet, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je sais plus de... Tu sais, quand j'étais plus jeune, là, j'essayais là, un peu de décoder les codes de comment être viral. Là, aujourd'hui, je suis comme, gars, je m'en fous, là, je fais des affaires parce que je veux les faire, puis si ça pogne, ça pognera, si ça pogne pas... Tant que je perds pas 100 abonnés, là, c'est peut-être un message, là, mais, tu sais, genre, après, je fais du contenu que je veux faire, puis tu sais, comme justement la vidéo sur mon laptop, tu sais, c'est une vidéo que j'avais envie de faire, que je trouvais juste vraiment stupide et drôle. Puis après, il y a du monde qui m'en ont reparlé, il y a du monde qui ont fait comme moi, j'ai vraiment aimé cette vidéo-là, j'ai trouvé ça drôle. Puis, tu sais, c'est pas une vidéo c'est pas une vidéo qui a été virale dans aucun sens du terme, mais pourtant, ça a été le fun. Puis ceux qui l'ont écouté, ils ont aimé ça l'écouter. Puis je préfère vraiment plus ça que de faire quelque chose d'un peu plus, tu sais, comme ils disent en anglais, de pander to an audience. Qui fait que oui, ça va peut-être avoir plus de chiffres, mais je vais zéro avoir le fun de le faire. C'est ça, puis je pense que la beauté de YouTube, Twitch, toutes ces plateformes-là, c'est la possibilité de garder de l'authenticité.
Mhm. Tu sais, tant que c'est authentique, on dirait que les gens le ressentent. C'est sûr qu'il y a des affaires que c'est zéro authentique, que c'est viral. Mhm. Mais c'est... Parce qu'il y a des plateformes que les algorithmes sont rendus un peu plus compréhensibles. Là. On s'entend YouTube, si tu suis pas leurs algorithmes, tes chances aujourd'hui de blow up et de devenir populaire sont rendues presque à zéro. Mais tu sais, il y a les nouvelles plateformes comme ben, c'est pas une nouvelle plateforme, mais tu sais, Instagram sont quand même corrects à ce niveau-là. Facebook, c'est rendu le bordel, ça. Si tu veux te faire une page Facebook, baba, que ça fonctionne plus. Mais tu sais, on rit beaucoup de cette plateforme-là, mais TikTok, c'est rendu ça. T'sais. En ce moment, TikTok, c'est la grosse ruée vers l'or de tu peux être n'importe qui, faire du contenu authentique et du jour au lendemain, être une star. Et sans jamais comprendre pourquoi. T'sais. Et c'est ça l'affaire. Mais c'est ça l'affaire qui est magique, c'est que tu peux avoir les deux mêmes personnes qui font le même contenu et il y en a un qui va pogner, il y en a un qui va pas pogner. On ne sait pas pourquoi, on comprend pas. C'est la magie de l'Internet. Et rendu là, ça, pour moi, c'est bien correct. Là. Moi, j'ai réalisé que sur TikTok, c'est pas la plateforme que je préfère, mais je vois des fois du monde que je connais qui explose sur TikTok, puis je suis comme, hey, good for you. C'est let's go, ça va être ta manière de percer, puis je suis content de voir que c'est. Je suis content de voir où est-ce que t'es rendu. Rapidement, je vais faire un petit rewind. Yep. Mettons, si on cherche ton podcast, c'est où c'est qu'on peut trouver ça? C'est sur YouTube. Ben, si vous checkez Guillaume Pelletier sur YouTube, j'ai encore une chaîne qui traîne avec c'est ça, les épisodes du podcast, aussi des petits courts-métrages que j'avais fait pendant mes études en cinéma. C'est une chaîne qu'il va falloir probablement que je travaille un petit peu pour mettre. Là-dedans, il y a aussi mes vidéos que j'ai faites comme la vidéo sur mon laptop. J'avais fait une parodie aussi d'une chanson. C'est un peu ma dompe à vidéo, en fait. C'est là où est-ce que je mets mes affaires, que je suis comme. J'ai produit ça, va le checker si t'as envie, sinon, bof. J'ai aussi vu que, je sais pas si c'est à jour, mais sur Facebook, il y a de quoi qui laisse entendre que t'es DJ à tes heures? Ouais, je fais un peu de DJ on the side. En fait, j'ai été longtemps, un petit moment, j'ai été DJ de mariage, qui ça était quand même vraiment drôle, puis j'ai vu beaucoup de ma tante Soul, beaucoup trop de ma tante Soul. Mais ça a été de quoi de le fun. Puis c'est encore quelque chose que je fais des fois on the side, surtout pour des tournois d'improvisation en fait. J'ai bien des amis dans l'improvisation collégiale qui des fois m'invitaient à des tournois pour, admettons, être le DJ pour le party du samedi soir ou des affaires de même. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est le fun. C'est surtout quelque chose que j'ai remarqué que je sais pas pourquoi les DJ comparativement à n'importe quelle forme d'art d'une certaine manière, on peut le mettre entre parenthèses, on dirait que c'est la forme la plus facile de se faire payer dès le début. C'est, tu sais, quand t'es humoriste, tu te fais souvent, tu sais, humoriste, musicien, n'importe quelle forme d'artiste, on dirait que le monde ne veut pas te payer avant d'avoir des confirmations. Alors Toutes que les excuses sont bonnes pour pas nous payer, là. Exactement. Alors qu'on dirait que DJ, c'est l'inverse. On dirait que DJ, tu peux être quelqu'un qui a aucune foutue expérience, puis la personne va être déjà, fait que ça va être 100$, c'est ça? Oui. Puis ils vont même pas le questionner. On dirait que, je sais pas, dans la tête des gens, c'est comme déjà établi que, si t'es un DJ, ben tu le payes cher. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a tout le temps fait un peu capoter, puis je vais pas chialer, là. Mais c'est tout le temps quelque chose que j'ai fait comme, mon Dieu, c'est tellement plus facile de se faire payer. Je te jugerai pas en disant ça, mais peut-être, en tout cas, j'espère que non. Mais c'est que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y en a beaucoup que tu payes une vraie fortune, comme moi j'ai payé pour mon mariage, puis que le gars, dans le fond, finalement, il fait juste payer supplé. Oh! Ah non, ça c'est, ouais. Ah non, mais ça, c'est enrageant, parce qu'il te vend la sauce en te disant, je vais faire ça. Ah, nice! Puis finalement, t'arrives là. Puis... Mais il y a une réalité, par exemple, avec surtout justement DJ de mariage, vu que je l'ai vécu. L'affaire, par contre, c'est que les DJ, on dirait qu'il faut comme qu'il y ait un milieu entre les deux. Tu sais, c'est qu'un DJ qui va pas mettre d'effet, comme tu dis, que c'est juste pèse sur play, passe, genre pèse sur play, mais sur pause, passe à la prochaine, sont dégueulasses, là. On va s'entendre les deux, c'est pas une bonne manière, puis tu devrais pas payer des centaines de dollars pour quelqu'un qui est capable de rouler une playlist. Mais en même temps, il y a comme l'autre extrême où est-ce que je suis déjà allé à des places où est-ce que le DJ mettait trop d'effets ou laissait pas les tunes rouler assez longtemps. C'est qu'à un moment, il faut que tu t'adaptes à ton public. Tu sais, moi, les mariages que j'ai faits, souvent, c'était des personnes plus vieilles, c'était des personnes dans la 40, 50, 60 en montant. Il y a très peu de jeunes dans le mariage. C'est souvent genre les enfants des gens qui se marient. Fait que tu sais,
premièrement, dans ta sélection de tunes, il faut que tu sois vraiment safe et sécuritaire. Hey, le nombre de fois que j'ai dû mettre Toxic de Britney Spears, là, je pense que cette tune-là est rendue engravée dans mon cerveau. Et, tu sais, faut que tu ailles chercher. C'est qu'il faut que tu ailles faire. Faut que tu ailles dans les affaires que tout le monde va aimer. Puis tu peux pas commencer à trop faire du tchika tchika tchou puis trop mettre d'effets parce que ma tante Suzanne, elle va péter une crise de cœur, là. Tu sais, elle va être comme ah non, la tune n'est pas comme avant. Ça marche pas pour elle. Fait que, tu sais, il y a ce contexte-là où est-ce qu'il faut que tu restes justement des fois un peu plus basic et que tu ailles dans des choses plus sécuritaires. Tu essaies de faire des belles transitions entre les tunes. Je pense que c'est juste ça la base d'un DJ de mariage, c'est est-ce que tu es capable de faire une belle transition entre tune A et tune B? Puis aussi de peut-être compenser par l'animation quand que c'est peut-être un public plus âgé. Aussi. Parce qu'eux sont peut-être moins fans de musique. Tu sais, ça devient assourdissant 3-4 heures non-stop de musique. Non, c'est ça, tu compenses par de l'animation, tu fais des activités, tu fais des trucs le fun, tu essaies de prendre leur demande spéciale parce qu'eux, ce qu'ils veulent entendre, c'est ce qu'ils veulent entendre. Mais par exemple, là où j'ai vraiment eu du fun, c'est dans les parties d'improvisation. Parce que dans les parties d'improvisation, ce qui est cool avec cette gang-là, c'est que c'est du monde qui écoute, premièrement, un peu de tout. C'est du monde qui vont autant aimer ce qui est ultra récent que des fois, ils vont aimer la tune quétaine des années 80, ils vont triper dessus pareil. Fait qu'après ça. Puis aussi, eux, ils vont déjà un peu plus aimer ça quand il y a des effets. Quand tu sais, j'ai déjà fait des mash-ups dans des tournois d'impro, chose que j'aurais jamais fait dans un mariage. Mais dans un tournoi d'impro, si tu trouves un mash-up de 2 tunes que les gens vont triper, ben ils vont aimer ça, ils vont être comme wow, puis ils vont rentrer. Fait que ça, c'est le fun. Puis aussi, souvent, c'est du monde qui sont un peu plus sous et défoncés que dans un mariage, mais ça, c'est une autre histoire. C'est la partie hippie de l'improvisation. Exactement. Mais c'est pour ça que j'ai, avec le recul maintenant, plus de fun à DJ des tournois d'impro, des affaires de même. Et l'affaire, par exemple, que je dirais sûrement jamais faire parce que je me sens pas prêt à faire ça, c'est DJ dans des clubs. Ça, c'est pas... ça, c'est pas mon univers, puis je pense que je vais pas rentrer dans cet univers-là. Ben, c'est que... Qu'est-ce qui arrive, c'est que DJ dans des clubs, c'est que c'est tellement... Les dernières tunes sorties tout le temps ou les gros hits... C'est tout le temps les dernières tunes, mais pas juste ça. C'est que quand t'es DJ dans un club, oui, il faut que tu joues les dernières tunes, mais aussi, faut que tu sois le roi de l'effet. Là, dans les clubs, c'est là où est-ce qu'il faut que tu le sortes, là, le tchika tchika tchou, puis de faire des transitions de malade, puis des mash-ups de fou. C'est comme, dans un club, faut non seulement que tu connaisses la musique récente, mais que tu la travailles, tu sais. Si tu fais juste mettre la tune que tout le monde a entendue, ils vont avoir du fun, mais ça va pas être la même expérience que si, tu sais, des bons DJ que j'ai entendus, c'est du monde qui vont jouer avec, qui vont faire des transitions que le monde n'a pas entendues. Fait qu'il faut que tu aies une connaissance de la musique, puis aussi, il y a une connaissance, mais il y a aussi la partie ressources financières, tu sais, faut que tu sois capable d'aller acheter la musique, acheter les instrumentales, puis tout ça pour faire tes trucs. Et ça, c'est quelque chose que, admettons, je fais ça on the side, là. J'ai pas la passion musicale que ces gars-là ont, puis ces gars-là, je leur donne tout mon respect. Je suis vraiment pas là pour prendre leur place avec mes petites affaires basiques, là. Ben, surtout qu'il faut choisir ses batailles parce que on s'entend que c'est juste l'humour, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Voilà. Je le réalise de plus en plus. Je me rends compte que mes journées sont très bien remplies malgré tout. Puis la musique aussi, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Fait que là, à un moment donné, c'est de choisir entre les deux. C'est ça, c'est être capable. Puis je le sais que moi, c'est l'humour, l'affaire que je préfère faire. Fait que si tu me dis, tu sais, si tu me donnes le temps entre bien travailler un texte ou faire un truc pour des mix de DJ, je vais aller humour à 110%. Moi, si t'avais des plugs à faire, j'irais avec ça. Alright, parfait. Ben écoutez, first, merci de m'avoir invité. Ça a été super le fun. Je tiens à remercier. C'est pas une plug, mais c'est ça a été cool. Sinon, pour mes plugs, il y a ma page Facebook, Guillaume Pelletier, que vous pouvez aller trouver. Sinon, vous pouvez aussi m'ajouter en ami si vous voulez. Il y a ma chaîne YouTube, Guillaume Pelletier, comme on a parlé tantôt. J'ai un Twitch aussi. En fait, c'est vraiment si vous cherchez Guillaume Pelletier, puis que vous allez sur les différents réseaux sociaux. Il y a juste sur Instagram que c'est différent, qu'au pire, je t'enverrai en chat comment c'est écrit, là, mais mon Instagram, c'est... Guillaume? Ok, t'es toujours là? On a eu un gros bug. Oh! Mon Instagram, c'est... Et point ça a bugué. C'est quasiment drôle, mais là, je sais même pas ça, je ne niaisais pas. Je pense que c'est Zoom qui voulait pas que je partage mon Instagram. Mais c'est ça, je te l'ai envoyé en chat pour... Mais c'est ça, je vais le répéter, c'est EL Guillaume Pelletier, comme L Guillaume Pelletier.
Et sinon, si jamais à un moment donné cette pandémie décide de prendre fin, il y a la soirée Rire en Boc au bar le Billy Buck à Montréal qui va encore être d'actualité. Donc, si vous suivez mes réseaux sociaux, vous allez tous être mis au courant de ces projets-là. Nice. Puis merci à toi aussi d'être venu au podcast parce que c'est plate à dire, mais c'est pas quelque chose qui se fait tout seul un podcast. Fait que j'ai pas le choix d'avoir des gens qui acceptent mes demandes. Mais ça fait vraiment plaisir de t'avoir reçu. Parce que surtout que t'as amené un angle peut-être différent par rapport justement. Je parle souvent des cours de soir, des choses comme ça dans mon podcast de formation humoristique. Puis j'ai aimé l'angle que t'as amené. Fait que vraiment un gros merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis du côté de mes plugs, j'ai un petit bug avec ma bannière. Elle va apparaître, tout le monde. Patientez un peu, on va l'avoir. Ok, on l'a. Fait que oui, comme toujours, si vous voulez soutenir l'association des traumatisés crâniaux Centre du Québec et Mauricie, c'est facile parce que ça nous permet aux gens qui ont eu un TCC comme moi d'avoir accès à des activités, toutes sortes de choses, à avoir accès à des locaux pour se réunir. Fait que c'est super facile de faire un don. Tu peux aller sur assotcc.org ou pour devenir membre dans l'éventualité où tu aurais suivi un TCC toi aussi. C'est facile, tu vas sur assotcc.org puis il y a une petite icône devenir membre. Tu cliques là-dessus et tu remplis le dossier. T'es pas automatiquement membre parce que tu as cliqué. Il y a un petit peu plus de job, mais c'est quand même facile. Fait que je vous laisse entre les mains. Vous savez le choix qui vous appartient. Puis vous n'êtes pas obligé de faire un don, là. Mais je le recommande. Sinon, si t'aimes le projet et que tu veux que ça continue, sur Facebook, tu peux suivre les Têtes Creuses Tradition Podcast, sur YouTube, ma chaîne Louis Dumas, sur Twitch, ma chaîne Louis Dumas 32. Sinon, les commentaires sont bienvenus, les partages, les likes, puis un mot de la fin, Guillaume. Il me semble que j'ai de quoi à dire, puis j'ai carrément oublié. Fait qu'on fait du remplissage, là, parce que j'essaie de retrouver l'information qui m'échappe. Écoutez, je peux vous sortir le Wikipédia de Rimouski. Comme ça, on va avoir du contenu. Rimouski, ville au Canada. Rimouski est une ville du Québec, chef-lieu de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Ningette. Je disais ça en joke, mais je viens d'apprendre quelque chose. Je viens d'apprendre qu'il y a Ningette après Rimouski. C'était ça mon mot de la fin, c'est de parler de Rimouski. Bon, moi, l'information qui n'était pas très importante va me revenir pour le prochain épisode. Fait que sur ce, merci tout le monde d'avoir été là. Puis à la semaine prochaine. Puis pensez à Rimouski. C'est Ningette. On pense tout le temps à Rimouski. Ningette. Rimouski-Ningette. Pensez à ça la prochaine fois que vous parlez de cette ville-là. Parfait, fait que yes, salut tout le monde. Ciao, ciao.